c'est toute la communauté de la physique des semi-conducteurs qui doit énormément aux travaux théoriques de Gérald. Et donc, je suis très heureux de te servir de chairman aujourd'hui et je te passe le micro. Merci Paul, merci pour cette magnifique épitaphe. Euh, Aujourd'hui, cet après-midi, alors que vous avez déjà entendu ce mot de nombreuses fois, je souhaiterais vous montrer qu'il est utile et même nécessaire d'aller au-delà de ce qu'on appelle l'atome artificiel. Alors c'est une affaire qui nous a pris, Robson, Yves et moi-même, plus de 10 ans pour boucler. Ça a été le résultat d'interactions extrêmement nombreuses avec des collègues en France ou à l'étranger. Et je vais essayer de vous raconter ça à petite fois. Donc, voici mes collaborateurs à l'école normale. Skolnick sont intervenus plus tard. J'ai eu une très très longue collaboration avec mes amis de Tokyo et puis également avec ceux de Vienne, de l'Université technique de Vienne, sur ces boîtes quantiques. Mais avant tout, j'aurais souhaité juste brièvement, parce qu'on a déjà beaucoup parlé des grands mérites scientifiques de Jean-Yves et de sa personnalité attachante, je voudrais aussi apporter une petite pierre à cet édifice. Euh, c'est Triton, en effet. Et pourquoi Triton? Ça fait référence à une anecdote qui m'est arrivée. C'est quelque part en Italie, probablement à Trieste, c'est d'un mer Adriatique, et Jean-Yves nage dans la mer et moi je suis à le regarder. Il me voit et là, connaissant mon goût pour l'art baroque, il a spontanément pris la position de Triton et soufflé de l'eau dans ses mains. Et je trouvais ça joli. Voilà. Bon, alors, on va aller assez vite sur cette première partie parce que vous avez déjà entendu tous ces magnifiques exposés sur le sujet. Alors, je rappelle, si besoin s'en fait sentir, que c'est Léon Goldstein et co-auteurs qui ont découvert les boîtes quantiques en 85. Qu'est-ce que c'est qu'une boîte quantique auto-organisée INAS-GAS? C'est un objet très plat qui fait à peu près 3 nanomètres de haut et qui est approximativement circulaire. Ce qui nous intéresse, pour notre propos plus tard, c'est que la transition dite de résonance entre l'état fondamental 1S et le premier état excité 1P, dégénéré deux fois, ça se produit vers 50 millieV. Et 50 millieV, ça ressemble tout à fait à l'énergie d'un phonon élo. Je vais avoir besoin de brièvement vous parler de l'effet Zeeman orbital sur ces boîtes, et juste, parce qu'on a mentionné ce point, vous donner un ordre de grandeur des effets coulombiens. Alors, des boîtes, vous en avez vu tout plein, donc ça, je peux passer. Ça, c'est ce qui était mentionné auparavant, c'est que quand vous faites croître une boîte dans un plan, quand vous continuez, vous passez à l'étage supérieur, il reste une trace via, j'imagine, les champs de contrainte, qui favorise la nucléation au-dessus. Ça ressemble aussi à quelqu'un qui aura des problèmes de dos, mais voilà. Alors donc, on se place maintenant dans l'approximation dite des fonctions enveloppes, euh, qui est assez fréquemment utilisée dans la physique des semi-conducteurs. Et si le potentiel de la boîte quantique euh, a une symétrie cylindrique, bah, vous savez que LZ, la composante Z du moment cinétique orbital, est un bon nombre quantique. Et donc, on peut étiqueter les états comme étant des états S qui correspondent à m égale 0, à P plus moins, à m égale plus ou moins 1, ou à D plus moins, etc., qui sont en fait exactement les bons nombres quantiques comme dans un atome d'hydrogène, mais qui seraient bidimensionnels. Alors, c'est pas un problème coulombien, loin s'en faut, mais la symétrie est de même nature. Alors voilà le diagramme des niveaux. Ce qui va nous intéresser surtout dans l'avenir, c'est la transition S1P, hein. Alors vous avez de nouveau cette répétition. Et ce qui va nous
concernés, quand je dis nous, c'est surtout Yves Gulner et l'équipe de magnéto-optique à l'école normale, ce sont les transitions qui se produisent dans la gamme terahertz vers les 50 millivolts, parce que vous avez des boîtes quantiques auto-organisées qui ont été dopées sélectivement, en l'occurrence par Jean-Michel Gérard, et qui contiennent en moyenne un électron. Donc vous avez, dans les bons cas, soit des boîtes complètement vides, qui sont complètement inertes pour l'absorption, évidemment, soit des boîtes qui contiennent un électron. Et donc vous regardez la transition de résonance entre un S et un P. Alors voilà, toujours dans cette approximation des fonctions enveloppes, un calcul purement numérique des étaliers. Vous voyez, c'est l'effet de confinement classique. Quand vous augmentez le rayon de base, bien entendu, les énergies décroissent. Et vous avez donc la quantification orbitale, comme dans tout objet dit zéro dimensionnel. Et donc les boîtes, la nature a décidé qu'elle les ferait vers entre 105 120 angstroms de rayon. Et donc, ça correspond, une fois encore, à des écarts énergétiques de l'ordre de 50 millivolts. Voilà les calculs plus précis faits par nos collègues de l'IEF. Et pour finir, un bref rappel sur l'effet Zeeman orbital. Si vous mettez un champ magnétique Z parallèlement à l'axe de croissance des boîtes, eh bien, LZ demeure un bon nombre quantique et vous avez un effet Zeeman orbital paramagnétique qui est dominant et de beaucoup. Et puis vous avez aussi un terme diamagnétique, mais pour les boîtes qui nous concerne, vu la faible masse effective, vu la taille des boîtes, ça demeure une très petite correction. C'est quelques millivolts, même si vous mettez 25 Tesla. Alors voilà une première série d'expériences, soit de la magnétocapacitance, soit alors de la magnétoabsorption, effectuée par des collègues allemands, Fricke et co-auteurs, qui montrent très clairement l'effet Zeeman orbital P plus même. Et puis donc les effets de charge quand vous mettez un électron, deux électrons, etc. dans ces boîtes. Ça, c'est un calcul de Robson qui mérite d'être bien mis en évidence parce que ça vous donne un bon ordre de grandeur des effets coulombiens. Qu'est-ce qui se passe si je rajoute un deuxième électron à ma boîte? Ben, vous voyez que les états 1s, typiquement pour 100 angstroms, vous payez une énergie de plus de 30 millivolts. C'est moins pour les étapés parce que les étapés, bien sûr, sont plus étendus, donc ils ont moins d'effet de confinement. Mais c'est de quand même 25 millivolts, ce qui signifie incidemment que si jamais vous aviez deux électrons dans votre boîte quantique, vous voyez que la transition de résonance 1s, 1p se produirait avec un décalage d'à peu près 5 millivolts par rapport à celle où il y aurait un seul électron. Alors, le modèle sur lequel nous souhaitons taper, c'est le modèle dit du macroatome, que nous avons gaiement utilisé, comme tout le monde, hein, au début. Comme vous le savez, contrairement à un véritable atome, dans les boîtes quantiques de semi-conducteurs, vous avez non seulement des électrons, mais vous avez des phonons. Et bien sûr, ils interagissent. Mais il a été montré dans les années 30 par messieurs Born et Oppenheimer qu'une bonne approximation était souvent de considérer qu'en réalité, on avait des états quasi-factorisables. En d'autres termes, la fonction d'onde de l'ensemble, c'était une fonction électronique fois une fonction d'onde de phonon, et que l'hamiltonien électron-phonon, finalement, ne servait qu'à une chose, c'était à faire des transitions entre ces états factorisables. Ça signifie en l'occurrence que forcément, H électron-phonon doit être petit et que le couplage est faible. Et comme vous avez des continuums, en général, bah, vous traitez ce couplage faible entre électrons et phonons avec la règle d'or de Fermi. Et je dois dire que ça marche d'une manière admirable dans les matériaux massifs et dans les puits quantiques. Vous avez un accord quantitatif, par exemple, dans les températures effectives des électrons compte tenu en interaction avec les phonons dans les boîtes quantiques, comme ça a été montré par Shah et co-auteur, par exemple. Il y a juste un petit point que j'ai souligné en bleu, parce que ça, on l'avait oublié nous aussi. C'est bien joli de faire de la règle de Fermi, mais on aimerait avoir des continuums.
Et si vous avez des objets, des boîtes quantiques, vous oubliez le continuum électronique, donc vous continuez de tabler sur le continuum des phonons. Et on va voir que c'est pas raisonnable. Donc vous avez cet Hamiltonien total, et en règle générale, l'interaction phonon-phonon, vous en préoccupez pas parce qu'on sait que, par exemple, le temps de vie des phonons optiques dans GAS, c'est de l'ordre de 10 picosecondes, alors que le temps de vie d'un état factorisé, dû à l'interaction électron-phonon, c'est plutôt de l'ordre de 0,2 picosecondes. Donc, les électrons ont largement le temps d'émettre un phonon avant que ce dernier se soit rendu compte qu'il n'était plus dans le même état quantique. Donc, le temps de vie des phonons, dû à l'anharmonicité, dans les matériaux massifs et dans les pics quantiques, c'est un effet négligeable. Très bien. Alors, quand les boîtes quantiques ont été créées, les gens ont étudié leurs propriétés optiques et assez souvent, ils ont vu que la relaxation était médiocre. C'est-à-dire que vous tapez, par exemple, dans le continuum de ces boîtes quantiques et vous attendez de voir la luminescence et des fois, ça prend un bon moment et la luminescence n'est pas efficace. Et puis d'autres fois, ça marchait. Donc, c'était pas très clair. Et Yves Gulner a eu l'excellente idée de travailler sur des boîtes, une fois encore épitaxiées par Jean-Michel, euh, qui contenaient un électron et d'appliquer un fort champ magnétique, ce qu'il sait faire, et de regarder, il a dit, c'est pas compliqué, on va regarder comment sont faits les niveaux d'énergie et comment sont les transitions optiques. Alors voilà le résultat. Si vous êtes dans un domaine de validité de Born-Oppenheimer, les phonons, au-delà du Rashstrahlen, ne jouent aucun rôle dans les propriétés optiques. Ce que vous voyez, ce sont des absorptions dues aux électrons. Ce sont les traits tiretés. Alors vous voyez que la dégénération de P plus P moins est élevée à B égale 0, et ça c'est dû au fait que votre boîte n'est pas exactement isotrope, mais a un peu d'anisotropie, ça c'est pas grave. Et puis après, vous retrouvez la branche montante P+, la branche montante descendante P-, et c'est tout. Et vous devriez voir ça. Et dans les transitions optiques, donc, partant de l'état S, vous devriez voir essentiellement deux raies, l'arrêt dit oméga plus et l'arrêt dit oméga moins, qui auraient une dépendance douce avec le champ magnétique. C'est pas du tout ce que vous. Ce que vous voyez, ce sont des anticroisements. Et le jour où Yves est entré dans le bureau avec ce genre de spectre, évidemment moins beau parce que ça venait immédiatement des expériences, j'ai enfin compris que quelque chose n'allait pas dans notre manière de formaliser l'interaction électron-phonon dans ces systèmes. Parce que si jamais, une fois encore, Born-Oppenheimer avait été justifié, alors on aurait dû voir que deux bras vrais, oméga plus et oméga. Et là, vous voyez les anticroisants. Alors, non seulement vous le voyez sur un échantillon, mais vous le voyez sur plusieurs échantillons, même sur tous. Vous voyez, par exemple, ici, sur ces trois échantillons, ce qui se passe, c'est que l'énergie de confinement augmente un peu, mais vous avez toujours ces anticroisements qui se produisent au voisinage d'un un phonon et l'autre, au voisinage de deux phonons. Alors, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour se rendre compte qu'il y a des problèmes à chaque fois qu'une différence d'énergie purement électronique est égale à un ou deux phonons. Qu'est-ce que ça veut dire que voir des anticroisements? Ça veut dire que Born-Oppenheimer doit être jeté à la poubelle et qu'on doit remplacer cette description en état quasi factorisable par quelque chose d'autre, une excitation élémentaire mixte, et ceci a un nom depuis les années 30, hein, c'est ce qu'on appelle un polar. Donc, le fameux modèle des macroatomes, ou de l'atome artificiel, des états factorisables, se casse la figure, et d'une manière nette, parce que là, pour le coup, c'est vu, si on peut dire directement. Vous regardez quels sont les photons qui sont absorbés et comment ils sont absorbés, et vous avez une réponse dénuée d'ambiguïté. Alors, bien sûr, une fois qu'on a réalisé ceci, on commence à comprendre que ce mélange
dans les fonctions d'onde entre état de phonon et état d'électron, ça doit avoir des implications sur la relaxation. Parce qu'une fois encore, le problème se pose quand vous avez une boîte quantique, que vous envoyez un électron dans le continuum, comment fait-il pour relaxer vers l'état fondamental? Alors vous allez me dire, dans les atomes, vous avez le même problème, sauf que c'est complètement différent. Par exemple, l'atome d'hydrogène, il est très connu que toutes les relaxations sont purement dues à l'absorption des photons. Et les gens qui font de la spectroscopie de l'atome d'hydrogène savent très bien comment, s'ils tapent sur l'état, je sais pas quoi, moi, 12P, comment ça va faire pour arriver à l'état 1S. Tout ça est tabulé, compris, etc. Mais là, si on peut dire le charme des atomes, c'est qu'ils n'ont pas d'interaction avec les phonons, vu qu'il n'y a pas de phonons. Mais nous, on a des phonons, et donc on va voir ce que cela entraîne. D'abord, les phonons. Alors, on pourrait arguer que oui, c'est une boîte quantique, il y a de l'interdiffusion, on ne sait pas tellement si c'est INRS ou INGRS, et si c'est homogène ou pas. Tout ça est vrai. Mais ce qui demeure vrai contre toute défense, c'est le fait que vous avez des composés 3,5. D'accord? Alors le 5, c'est toujours l'arsenic. Le 3, ça peut être l'indium ou le gallium. Peu importe, de toutes les façons, ce qui sert à fabriquer de l'interaction électron-phonon, c'est deux atomes différents par cellule élémentaire. C'est ce qu'on appelle le couplage de Fröhlich. Et celui-là, il est toujours là. Alors évidemment, il peut avoir une force légèrement différente de celle qu'il a dans GAS, mais l'effet sera le même. Alors, examinons donc, avec les anciennes lunettes, si on peut dire, la description couplage faible de la désexcitation d'un électron dans l'état excité vers l'état fondamental par absorption, par émission, pardon, d'un phonon-électron. Alors, vous dites, j'ai des états factorisables, j'applique l'interaction électron-phonon, je fais la règle de Fermi, et voilà ce que j'obtiens. Et vous trouvez tout de suite que vous avez un énorme problème, et moi aussi, non, ici, parce que les états électroniques sont discrets et que les phonons optiques, il s'avère qu'ils ont une dispersion extrêmement faible. Ce qui signifie qu'en règle générale, oh, décidément, j'ai envie d'aveugler l'audience, euh, en général, il est impossible d'annuler l'argument de la fonction delta et donc il n'y a pas de relaxation. C'est fini. Alors vous pouvez dire, oui, mais il y a des phonons acoustiques. Alors on a fait le calcul, pour les phonons acoustiques, c'est mieux. Vous pouvez mettre des phonons acoustiques, mais c'est extraordinairement inefficace. Donc, cette impossibilité ou ce manque d'efficacité d'émission de phonons, ça a été appelé le phonon bottleneck. C'était la thèse d'Ulrich Bockelmann chez nous, et en même temps, Claude Vesbuche, Benisti, et je crois c'est Clivia Sotomayor-Torres, ont trouvé exactement le même effet. Donc, on sait maintenant, grâce à ce raisonnement basé sur Born-Oppenheimer, qu'on a un énorme problème dans les boîtes quantiques, parce qu'en théorie, elles ne devraient jamais pouvoir relaxer. Et donc, la luminescence de l'état fondamental devrait pas, venant de l'état fondamental, devrait avoir beaucoup de difficultés à être observée. Mais il n'y avait pas de consensus expérimental, parce que des fois, une fois encore, on voyait cet effet, d'autres fois, on ne le voyait pas. Alors, il y a une autre façon de représenter les choses, cette fois-ci en étant beaucoup plus sérieux, c'est de dire, bon, bah, on va faire un modèle exact, on va plus faire de règle de Fermi, mais on va regarder comment un état discret, c'est-à-dire l'état P-, la ligne rouge, à zéro phonon, grâce à mon paramètre extérieur qui est le champ magnétique, je vais forcer cet état à rentrer dans le continuum des phonons optiques répliques de l'état fondamental. Donc, les états mauves, c'est un produit tensoriel d'électrons dans l'état fondamental fois un phonon optique avec un certain vecteur Q. L'état discret, c'est l'état P-, l'état excité pour les électrons, mais zéro phonon. Et ça, si vous voulez, c'est un très vieux problème de physique des solides, ou même de physique quantique en général. C'est qu'est-ce qui se passe quand vous voulez faire rentrer un état discret dans le continuum? Vous avez deux solutions, ou bien il va se diluer
et dans ces cas-là, vous allez avoir finalement la rigueur de Fermi, ou bien alors le couplage est tellement fort qu'il ne va pas rentrer dans le continuum, il va anticroiser le continuum. Et c'est en effet ce qui se passe dans nos boîtes quantiques, puisqu'on a vu qu'on avait des anticroisements. Alors, comment vous faites ça techniquement? Bah, c'est assez simple. Vous prenez le modèle le plus simple, S, un phonon, couplé par l'Hamiltonian-Fröhlich à l'état discret P0 phonon. Ceci admet une solution analytique. Et qu'est-ce que fait ce mélange d'interaction électron-phonon? Eh ben, c'est simple. Il extrait de ce continuum deux états, un et 2, et tous les autres, ils demeurent factorisés S une certaine fonction. Mais ces deux états sont des mélanges de P0 phonon avec S un phonon. En d'autres termes, ça n'est plus du tout l'approximation de Born-Oppenheimer. Vous avez des états qui sont des mélanges d'états électroniques différents avec des occupations de phonons différentes. Et ça n'est pas ce à quoi on est accoutumé en physique des semi-conducteurs. Alors tout ça, c'est bien beau. Vous avez été très malin. Vous avez résolu l'équation de Schrödinger exactement. Mais si vous faites ça, là, pour le coup, vous êtes mal du point de vue de la relaxation, parce que ça y est, c'est fini, vous avez complètement résolu votre problème et vous trouvez ces états de polar. Donc vous trouvez qu'en réalité, il ne peut rien se passer, puisque ce sont des états quantiques exacts de votre Hamiltonien total, et donc vous vous demandez comment vous allez pouvoir retomber sur vos pieds. Alors vous sortez votre joker. Vous remarquez, c'est vrai que les électrons, eux, ils ont, puisqu'il n'y a pas de couplage autre qu'avec les phonons, ils ont un temps de vie infini, mais les phonons optiques, eux, on sait qu'ils sont instables. Rappelez-vous, il leur faut 10 picosecondes pour mourir à basse température. Mais notez que par rapport au couplage faible, la hiérarchie des temps a changé puisque vous avez le temps d'anharmonicité qui devient cette fois-ci beaucoup plus court que le temps électron-phonon qui, lui, est infini dans ce modèle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on fait de l'approximation semi-classique, genre ping-pong. À chaque fois, on se dit que la fréquence de disparition du polaron, c'est-à-dire sa relaxation, c'est la fréquence de disparition des phonons optiques multipliée par le poids de la fonction d'onde à un phonon dans l'état polaron. Et donc, ce petit dessin résume bien ce qui se passe. Vous avez créé un géant, un polaron, qui est couplage fort, qui a des forces d'anticroisement de plusieurs millivolts. C'est le petit bonhomme qui est en fait un oursin de mer, et qui devrait vivre un temps infini, sauf qu'il a des pieds d'argile, vu qu'il interagit avec cet énorme thermostat de phonons à cause de l'anharmonicité des phonons, et c'est lui qui va tuer finalement votre polaron. Alors, comment on mesure ça? Bah, ça a été fait par nos collègues de l'IEF et par plein de gens dans cette arène, si l'on peut dire. C'est que vous avez une raie dont on vous a expliqué qu'elle était élargie de manière inhomogène. Vous tapez très fort avec un laser monochromatique par essence, et donc vous créez un trou et vous regardez le temps que met ce trou à se combler. Et ça vous donne l'estimation, même la mesure, du temps de vie de l'état excité. Alors ça, on l'a déjà vu. Et voilà les résultats. Ça, c'est les résultats de Luke Wilson, euh, qui date de 2004. La ligne noire continue, c'est la théorie des polars. C'est-à-dire vous prenez simplement le poids de la fonction d'onde enfin, d'état infonon dans votre fonction de polar. Et vous voyez, à partir de 36 millivolts, ça a l'air de bien marcher. Ça croît, parce qu'évidemment, vous, comme on dit en physique atomique, vous décunez les deux oscillateurs. Et puis, au bout d'un certain moment, alors que ça devrait continuer à croître, ça se met à décroître assez brutalement. Pause. Oups, pardon. Et là, j'aborde, si on peut dire, la dernière partie, la cerise sur le gâteau.
C'est qu'est-ce qui va se produire, par exemple, si vous êtes capable de faire des états de boîte quantique où l'énergie du polaron est plus petite que l'énergie du phonon optique. Ça, c'est la thèse de Thomas Grange, et c'est la très belle idée de Robson-Ferreira. C'est aller au-delà de l'approximation semi-classique pour estimer le temps de vie des polarons. Alors pourquoi? Ben, physiquement, vous voyez que ce qu'on a utilisé, le modèle semi-classique, suppose que le temps de vie du polaron, donc c'est le poids de la fonction d'onde à un phonon au carré, fois une constante qui est le temps de vie du phonon dans le matériau massif. Évidemment, ce n'est pas très raisonnable parce que vous êtes dans une boîte quantique et si jamais vous changez ces dimensions, il y a lieu de penser que l'anharmonicité va affecter différemment les états polarons dans une boîte et dans une autre. Donc, on utilise un modèle qui était dû à ses collègues indiens, Barman et al. Il explique que si vous voulez regarder la largeur de votre phonon à l'énergie E, bah, vous devez appliquer cette formule avec les fréquences de phonons. C'est dû donc le couplage de phonons entre ce que vous regardez, votre polaron, et puis le thermostat à deux phonons. Donc ça, c'est les résultats de Grange et Robson. Ils ont été obligés de faire des approximations assez drastiques puisqu'ils ont pris des relations de dispersion pour les phonons qu'ils ont pris linéaires pour se simplifier l'existence. Et donc, vous avez, évidemment, pour chaque mécanisme à deux phonons, vous avez une certaine épaisseur pour laquelle elle disparaît. Par exemple, regardez la courbe rouge qui correspond à la désintégration d'un phonon optique en deux phonons acoustiques. Vous voyez qu'au-delà de 52 millivolts, elle devient inefficace, ça ne marche plus, de même que tous les autres. Il ne vous reste que celle qui est en noir, qui correspond à la désintégration en un mode TO plus un mode L1. Donc c'est ce que Grange et Robson-Ferreira ont mis dans les calculs, mais encore est-il, il fallait mesurer les choses. Alors déjà, voilà le résultat de leurs calculs avec les échantillons qui existaient déjà. Alors, vous pouvez penser, oui, c'est pas si beau qu'avant. Oui et non, parce que ce que vous voyez très bien, c'est que grâce à ce dernier mécanisme-là que je vous ai montré, eh bien, vous comprenez maintenant que si vous dépassez 55 millivolts, 52 millivolts ou quelque chose, votre temps va raccourcir. Et c'est bien ce qui est mesuré expérimentalement. Alors évidemment, ce que vous voulez, c'est aller plus bas en énergie pour voir comment votre théorie se compare à l'expérience. Et pour ça, vous devez faire quelque chose d'assez sévère. Ça consiste à faire cuire vos boîtes quantiques, les recuire, comme on dit. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le détail? Je ne saurais vous l'expliquer. C'est vraisemblablement une interdiffusion assez compliquée à comprendre. Mais ce que vous voyez expérimentalement, quand vous faites l'absorption toute bête, entre guillemets, un S1P, c'est que le pic se décale vers les basses énergies lorsque vous augmentez la température de chauffage. Simultanément, vous pouvez faire ces manips de pompe-sonde et trouver comment ça décroît avec la température. Pardon, avec la taille des boîtes. Et vous constatez que à 30 millivolts, c'est très rapide, et puis à 26, ça commence à devenir moins rapide. À 20 millivolts, c'est encore moins rapide. À 18 millivolts, ça commence à devenir lent. À 15 millivolts, c'est encore plus lent. Et à 10 millivolts, ça, vous avez l'air de croître, enfin d'avoir une relaxation un peu plus efficace. Alors, comment ça se compare au calcul? Eh bien, très bien. Voilà donc le résultat des manips pompe-sonde de l'équipe de Sheffield sur ces échantillons qui ont été recuits. Et puis, ça, ce sont les courbes théoriques, donc obtenues par Thomas et Robson. Vous avez la relaxation LA plus TA qui va jusqu'à peu près 14 millivolts et après elle s'interrompt parce que ça n'est plus possible énergétiquement. Et puis vous avez ensuite TA plus TA qui continue de croître jusqu'à ce que ça devienne tellement lent
hein. Regardez quand même l'ordre de grandeur ici. On est à 10 puissance 5 picosecondes, c'est quand même très lent. Et là, ce mécanisme de relaxation de l'énergie par désintégration du polaron devient trop inefficace en regard du bête, entre guillemets, mécanisme d'émission irréversible d'un phonon acoustique à l'ancienne mode, si vous voulez, régleur de Fermi, etc., etc., qui explique que quand vous diminuez l'énergie de confinement, c'est-à-dire que vous agrandissez la taille des boîtes, eh bien, vous retrouvez un régime dominé, comme auparavant, dans les puits quantiques et dans les matériaux massifs, par la relaxation via la règle d'or de Fermi. Voilà. Alors maintenant, je pense qu'il est temps de conclure. Le couplage faible, tel que nous l'avons exprimé, nous et Claude Weisbuch, conduit inéluctablement au problème du phonon bottleneck. Vous ne pouvez pas échapper à ça parce que vous avez des continuums de phonons très étroits et plus de continuum du tout pour les électrons. Donc c'est normal que la règle d'or de Fermi se casse la figure. Mais c'est une conclusion fausse parce que vous avez appliqué justement à un problème qui n'est pas justifiable de la règle d'or de Fermi cette même règle d'or. Donc, il n'y a aucune raison que le couplage faible marche pour les boîtes quantiques. Le modèle Polaron, que j'ai développé rapidement devant vous, à ma connaissance, est le seul qui vous donne une explication, même quantitative, de ce qui est observé expérimentalement. Évidemment, pour que vous puissiez avoir de la relaxation pour un polaron, vous avez besoin d'une harmonicité des phonons. Mais ça, on sait que ça existe, ça a toujours existé. Maintenant, on peut se poser la question, vous avez dit, vous avez un couplage fort, donc ça devrait aller très vite, la relaxation. Or, on a vu qu'en réalité, des fois c'était très rapide, des fois c'était lent, suivant l'endroit où vous vous situiez par rapport au canaux ouverts ou non pour la désintégration à deux phonons. Tandis que dans un puits quantique, c'est subpicoseconde, c'est 0,2 picoseconde, hein, dans un puits quantique typique. Là, vous pouvez avoir des temps de relaxation qui font 50 picosecondes, ça peut être des nanosecondes, ou ça peut être très court. Par exemple, quand vous êtes au voisinage de quasiment en résonance avec l'énergie des phonos optiques, eh bien, vous avez un polaron qui vit très, très, très peu. Donc, en fait, vous retombez d'une certaine manière sur vos pieds, enfin, au moins sur un, parce que c'est vrai que réduire l'espace des phases affecte grandement les mécanismes de relaxation. Mais ça ne les affecte pas de la même façon, si on peut dire uniforme, que ce que vous auriez pu penser au début en appliquant cette règle de Fermi. Merci. Merci Gérald. Je peux dire que j'ai toujours autant de plaisir à t'écouter, donc bravo. Et maintenant, je vais me tourner vers l'audience pour savoir s'il y a des questions. Je vais poser une question ouais, dans la logique inverse. Maintenant, la plupart de la communauté excite de manière résonante dans l'état fondamental. Est-ce que le fait d'avoir des niveaux d'énergie qui seraient plus resserrés dans les états excités protégerait d'une diffusion via les phonos optiques vers l'état excité? Tu vois, on travaille avec des boîtes recuites, nous, actuellement, et on Oui. les excite à résonance. Donc je comprends qu'en fait, si on excitait dans l'état P, on aurait du mal à descendre dans l'état fondamental, mais on excite dans l'état fondamental, est-ce que ça nous protège d'aller dans les états P? Bah, en réalité, a priori, oui, sauf que l'état fondamental, comme les états excités, il a du couplage électron-phonon, et lui aussi, il est justifiable, a priori, d'une d'une description polaron. Sauf que l'état fondamental, par définition, il est en interaction avec personne. Il n'est pas à l'énergie d'un phonon lui-même plus un phonon optique. Donc le couplage n'est pas résonant. Et je pense que si vous excitez de manière
résonante l'état fondamental des boîtes, et si vous êtes à basse température, parce que si vous êtes à température ambiante, vous pourrez toujours penser à de l'excitation thermique ou des choses comme ça, mais si vous êtes à basse température et que vous excitez de manière résonante, vous devez être à peu près tranquille vis-à-vis de ces problèmes-là. Ouais, donc là, tu as parlé du polaron électron-phonon. Est-ce Oui? qu'il y a un polaron trou-phonon? Ah oui, oui, tout à Et fait. ensuite, est-ce que l'exciton peut avoir un... Comment ça se passe pour l'exciton quand on relaxe un exciton? Alors déjà, il faut faire extrêmement attention dans les boîtes quantiques quand on parle d'excitons. Parce que les excitons dans les matériaux massifs ou dans les puits quantiques, on sait ce qui se passe. Vous avez une paire électron-trou, vous en avez même une infinité puisque vous avez des continuums, et puis l'interaction coulombienne entre cet électron et ce trou crée un état lié. Mais ici, il n'y a pas d'état lié à créer puisqu'ils sont déjà là, l'électron est déjà lié, le trou est déjà lié, et l'effet excitonique, en première approximation, ça n'est juste qu'une correction énergétique. Prenez les E1 plus H1 et vous soustrayez, par exemple, la valeur moyenne de l'effet coulombien sur cet état électron-trou. Donc il y a ça. Deuxièmement, concernant l'interaction avec les phonons optiques, il faut faire attention que le couplage de Fröhlich, ça affecte beaucoup les électrons à cause du champ électrique macroscopique créé par les vibrations en opposition de phase des phonons optiques. Très bien. Mais si vous avez une particule neutre comme un exciton, cet effet, s'il existe, doit être beaucoup plus petit. Parce que bah, c'est bien connu, si vous appliquez un champ électrique sur l'atome d'hydrogène, en première approximation, vous faites rien. Enfin, rien. Vous pouvez faire des décalages tard, des machins comme ça. Mais vous n'accélérez, on ne peut pas accélérer un atome d'hydrogène par un champ électrique. En risquer une toute petite, mais ça fait tellement longtemps que je suis sorti du business que je risque de dire une grosse bêtise, mais je suis complètement estomaqué par la qualité de l'accord avec les expériences, de votre théorie avec l'expérience qui a été faite. Et pourtant, votre description du système de Phonon lui-même est assez frustre. Ah bah c'est moins compliqué. Non, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a un couplage de Freud. Alors, Pardon. on pourrait, enfin, je ne sais pas si Robson avait jamais pensé à faire ça, mais on aurait pu prendre, par exemple, au lieu de dire je n'ai qu'un seul couplage de Fröhlich, dire oh bah j'en ai plusieurs parce que justement j'ai des inhomogénéités et tout. Je suis convaincu que ça aurait peut-être changé un peu les chiffres, mais ça n'aurait pas changé la physique. Par ailleurs, connaître la distribution des modes de phonon optique dans une boîte quantique, je ne sais pas si jamais personne s'est enfin, sauf si elles sont très très petites, auquel cas on peut faire des calculs ab initio. Mais pour une grosse boîte quantique comme ça, qui a des milliers d'atomes, euh, il y a alors il y a des milliers de modes et ils sont pas monochromatiques, malheureusement. Donc c'est difficile de savoir, parce que évidemment, une fois qu'on a les phonos optiques, il faut revenir à Fröhlich, le papier initial de 54, je crois, et refaire le calcul de la fonction diélectrique et tout et tout. Je suis heureux de ne plus être dans ce sujet. Je propose qu'on remercie encore Gérald.